Bonjour, je m'appelle Frédéric Roca, je suis auteur, romancier. Je vais vous parler aujourd'hui de mon premier roman sorti en 2017, qui s'appelle Le Secret de la Lune, qui est un roman d'anticipation qui parle de notre monde dans le futur. L'histoire se passe en 2135. Le monde est divisé en deux. Dans les villes vivent les technos, entourés de technologie et qui travaillent dans des usines. Et en périphérie des villes, dans les friches, les décos vivent de troc et d'élevage. Ils ont laissé tomber l'argent ainsi que l'électricité et vivent dans un monde plus archaïque, plus proche de la nature. Et dans ce monde aux deux clans antagonistes va naître un petit garçon qui va commencer à raconter des choses, qui va interloquer les scientifiques. Et ce qu'il va raconter va complètement faire basculer la civilisation dans une nouvelle ère, quelque chose que personne n'avait jamais connu jusqu'ici. Je vais donc vous lire un extrait de ce roman. Cela faisait maintenant 4 jours qu'ils étaient là. En errance depuis de nombreuses années, Rosie rêvait de retrouver un semblant de chez soi, et elle fondait beaucoup d'espoir dans la cahute qui leur servit d'abri depuis peu. Elle partit donc, d'un pas décidé, en direction du soleil qui venait de dévoiler sa dernière tranche, juste au-dessus des ruines faisant office de décor macabre à ce lieu défiguré. Qui sait? Peut-être rencontrerait-elle de nouveau le gentil monsieur qui l'avait aidé à retrouver son nono quelques jours auparavant, se dit-elle. Pourtant, après seulement quelques enjambées, Rosie fut interpellée par un mouvement de foule plutôt surprenant. Les quelques décos bien matinaux semblaient en effet se précipiter vers un même et unique endroit. Elle observa un instant cet étrange balai et décida à son tour de se diriger dans la même direction. Au fur et à mesure de sa progression, les gens semblaient être de plus en plus nombreux et plus pressants, certains même couraient. Très vite, le point vers lequel chacun convergeait sembla se préciser. Et au détour d'un monticule de détritus, elle découvrit ce qui avait mené la troupe des curieux dont elle faisait partie jusque-là. Elle écarquilla les yeux et en un instant décida de rebrousser chemin pour avertir son frère de sa découverte. Elle se précipita à toute allure, trébucha, se releva et reprit sa course folle vers la cahute, espérant que son frère s'y trouvait toujours et dormait encore, car ce dernier l'avait mise en garde de ne pas s'éloigner sans son autorisation. Dès son arrivée, essoufflée, elle fut rassurée en le voyant affalé sur les cartons qu'ils avaient réunis pour passer la nuit. « Jonathan, Jonathan, réveille-toi !»« You, debout !» hurla Rosie de toutes ses forces en tapant sur son frère. « Hein? Quoi? Non, mais ça ne va pas bien de crier comme ça, et puis de toute façon, je dormais pas, » répondit Jonathan d'un air vaseux. « Ah ah ah, tu parles! T'étais même plein de bave, Jojo !» s'amusa Rosie. « Bon, ça va, qu'est-ce qui t'arrive, bon sang? Il faut que tu viennes voir tout de suite. Viens vite avec moi. »« Où ça? De quoi parles-tu? T'es allé où encore ?» rétorqua Jonathan d'un ton paternel. « Mais nulle part, viens juste, s'il te plaît. Faut que tu vois ça, c'est super bizarre, je te jure, implora Rosie d'un air surexcité. D'accord, laisse-moi 2 secondes. Non, tout de suite, tout le monde est là-bas, insista Rosie. Tout le monde. Mais, ok, bon, j'arrive. Rosie, toute heureuse que son frère daigne la suivre, le prit par la main et le tira de toutes ses forces pour refaire le chemin qu'elle venait d'emprunter. Après quelques minutes, ils arrivèrent tous deux sur place. La foule avait doublé depuis que Rosie était venue la première fois. Et Jonathan, du haut de ses 13 ans, écarquilla à son tour les yeux. Cathy s'apprêtait à atterrir, et cette perspective la réjouissait. Elle demeurait impatiente d'arriver. Cela faisait déjà plus d'1 heure que certains passagers du vol Hong Kong-Los Angeles semblaient préoccupés par le sujet de leur conversation. Cathy, voyageant seule et incognito, ne fut donc pas tentée d'en savoir plus. Et malgré ses tentatives vaines de connexion au réseau Networld, rien non plus de ce côté ne put satisfaire sa curiosité. Mais ce fut sans nul doute le message de Zan sur son lobophone qui fut le point d'orgue de son empressement à débarquer à Los Angeles. 86 400, ça te dit quelque chose? Il faut que tu vois ça, je t'attends à l'aéroport. 86 400, Cathy ne comprenait pas le message de Zan. Tout cela demeurait beaucoup trop énigmatique à son goût, elle qui n'aimait depuis plus longtemps les surprises. Les passagers semblèrent de plus en plus perturbés et bruyants, et c'est finalement le message du pilote qui rompit l'agitation grandissante. Les passagers sont priés de regagner leur place et d'attacher leur ceinture. Nous allons amorcer la descente, merci. Chacun retrouva son fauteuil, et le silence fut de nouveau retrouvé. À quelques minutes seulement de l'atterrissage, Cathy remarqua par le hublot de petites taches noires au sol. Et plus l'avion amorçait sa descente, plus les taches noires confirmèrent sa première impression. D'immenses foules s'étaient regroupées un peu partout dans les différentes friches et villes, qu'il était maintenant possible de discerner. Cette vision amplifiait encore le sentiment de malaise qui commençait à envahir Cathy. Que se passait-il donc? Car elle en était certaine maintenant, il se passait quelque chose et elle n'était pas au courant.
À peine le débarquement terminé, Cathy vit Zan qui l'attendait au coin d'un vieux troquet, le long de l'avenue face à l'aéroport. Elle se précipita vers elle, mais n'eut pas le loisir de lui poser la moindre question. « Cathy, il faut que tu vois cela. C'est incroyable !» s'écria Zan. « Je sais pas ce que c'est, mais j'ai besoin de ton avis. Tu as toujours été calé en énigmes, et là, on a affaire à du lourd, crois-moi. » « Mais qu'est-ce qui se passe, bordel ?» s'étonna Cathy un peu bousculée. « Je préfère pas t'en dire plus. Je veux que tu le vois par toi-même, je voudrais pas t'influencer. Maintenant, viens, suis-moi. » Cathy pénétra dans la vieille voiture de Zan, qui démarra aussitôt pour rejoindre les friches les plus proches. « Je savais pas que t'as réussi à te dégoter une caisse, » fit remarquer Cathy. « C'est pas la mienne, c'est celle d'un déco avec qui j'avais sympathisé. Je me sentais pas qu'on prenne les transports en commun. Avec toute cette agitation, on sait jamais. Les gens sont perturbés depuis cette nuit. »« Mais qu'est-ce qui se passe ?» demanda Cathy d'un ton râleur. « Je pense que tout est lié. La coupure du réseau, l'arrêt du canal T et ça, » répondit Zan. Cathy remarqua que les rues que Zan traversait à toute allure étaient désertes. Les décombres des bâtiments et la route défoncée donnaient une impression d'apocalypse. La Californie était défigurée, et Cathy n'eut aucun mal à imaginer que le reste du monde devait maintenant ressembler à cela. Elle avait été isolée pendant si longtemps dans sa province chinoise qu'elle avait perdu de vue la réalité du terrain. Les massacres, l'horreur, la destruction prenaient forme sous ses yeux. Cela faisait trop longtemps que les deux amis du Gapat s'étaient perdus de vue, et la situation s'était extrêmement dégradée ces dernières années. « Voilà, on arrive » s'écria Zan. « Merde, putain, c'est quoi ce truc ?» Hertz Eisenich et Louis Coriac arrivèrent enfin au bout du chemin reliant le laboratoire au premier village habité à 2 heures de marche. Hertz avait pris l'habitude d'amener Louis lors de son périple hebdomadaire depuis ses 5 ans. Le jeune garçon pouvait ainsi retrouver chaque semaine la civilisation, parler avec les villageois et surtout observer la nature qui l'entourait tout au long de leur randonnée. Une fois encore, il avait assailli Hertz des questions auxquelles le chercheur avait tenté de répondre avec la même joie d'observer la fascination qu'exerçaient les sciences chez un si jeune enfant. « Voilà le village !» s'écria Hertz. Mais déjà Louis avait amorcé sa course effrénée vers la petite place, sans même se retourner. Hertz sourit et arriva à son tour. Louis, comme à son habitude, se rua vers l'unique bazar dont les multiples et éclectiques objets alimentaient l'imagination foisonnante du jeune garçon. Il adorait observer les bibelots et en détourner leur utilité première pour leur donner un autre usage. C'était son jeu favori. Pourtant aujourd'hui, sa déception fut grande. Lorsqu'il tourna la poignée du bazar, la porte ne s'ouvrit pas et un panneau confirma sa crainte, fermé. Il décida de rejoindre Hertz pour l'avertir, mais ce dernier se trouva déjà derrière lui et répondit d'un air inquiet. « Je sais, Louis, j'ai bien peur que nous soyons venus pour rien. Le village est désert et tout est fermé. C'est étrange et je n'aime pas trop cela. »« Oncle Hertz, rien n'arrive sans raison. Nous devons trouver la cause de cette situation inhabituelle. Si tu veux. Nous pouvons nous rendre à l'orgonie du village. Peut-être qu'ils pourront nous dire ce qui se passe. » Louis fut soulagé de la décision de Hertz. Il voulait en savoir plus, et l'orgonie représentant le seul centre organisateur du village pourrait sûrement les renseigner. Pourtant, lorsqu'ils arrivèrent devant le bâtiment, ce dernier était lui aussi fermé. Louis remarqua cependant que le panneau n'avait pas été retourné et qu'il affichait encore le message « Ouvert ». Oncle Hertz, regarde, c'est fermé, mais ils n'ont pas pris le temps de retourner le panneau. Ils ont donc dû partir hâtivement. Quelque chose les a alertés sûrement. À peine eut-il prononcé ces paroles que déjà Hertz perçut un bruit inhabituel et lointain. « Tu entends, oncle Hertz ? On dirait qu'il y a des gens qui parlent près d'ici, » s'exclama Louis d'un air rempli de curiosité. « Oui, j'ai l'impression que ce n'est pas très loin, » répondit Hertz avec prudence. « Nous devons aller voir. Tout ce chemin jusqu'ici, on a une nouvelle piste, on doit la suivre. S'il te plaît, demanda Louis d'un air malheureux. « Très bien. Mais soyons prudents, je passe devant cette fois-ci. » Louis accepta sans rechigner, heureux de pouvoir alimenter l'objet de sa curiosité, devenu maintenant immense. Hertz se dirigea lentement vers le point d'où semblait provenir le bruit. Ils quittèrent le village et s'engagèrent dans la forêt au nord. Le son semblait plus proche, des gens parlaient, mais la rumeur s'amplifia considérablement, bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. Après quelques minutes, Louis et son oncle arrivèrent enfin à la fin de parcelle de forêt qui donnait sur une petite plaine très courte, tout en haut d'une falaise qui surplombait la mer de Chine. Ils approchèrent avec prudence du bord pour regarder en contrebas la plage d'où semblait finalement provenir la rumeur. Des milliers de personnes s'étaient réunies, d'autres restaient debout, mais tous demeuraient contemplatifs devant l'étrangeté de la situation. Au centre du cercle, que les milliers de Chinois formaient, on pouvait voir flottant dans l'air, au beau milieu du vide, semblant défier la gravité et suscitant la curiosité de chacun. Et voilà, je ne vous en dirai pas plus. C'était donc un extrait du Secret de la Lune, un roman donc d'anticipation. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une bonne lecture. À bientôt.